Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis. Nous voici presque au terme de cette conférence des ambassadeurs, devenue Semaine des ambassadeurs. Non, de ma part, par une sorte de prurite onomastique, mais parce qu'au fil des années, notre exercice annuel commun s'est diversifié, enrichi, et qu'il mérite désormais, je crois, ce vocable. La semaine n'est pas terminée. Il nous reste notamment l'épreuve très difficile du repas des ambassadeurs et des grands chefs. Cette année très difficile, je connais le menu. Mais on peut déjà dire, je crois, que cette semaine est une réussite. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis des échanges multiples, c'est son but, entre l'exécutif et ses ambassadeurs, entre les ambassadeurs et leurs ministres, au pluriel, que je salue, entre les ambassadeurs et le grand public, en tout cas le public étudiant, entre vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs et des chefs d'entreprise, entre vous et de grands responsables internationaux, au premier rang desquels le secrétaire général des Nations Unies, qui nous a fait l'extrême honneur de venir participer à nos travaux, et puis aussi, semaine réussie, parce que c'est un élément professionnel et convivial essentiel que vous puissiez vous retrouver entre vous. Cette semaine des ambassadeurs a permis de traiter de grands sujets, les grands sujets, de façon utile, c'est sa fonction. En particulier la COP 21, que nous appellerons désormais sans arrogance, parce que c'est comme ça que tous les pays l'appellent, la conférence de Paris. Merci à tous d'avoir contribué à cette réussite. Merci particulièrement à ceux qui l'ont préparée, je le sais, depuis des mois. Et je ne peux les remercier individuellement, alors je le fais collectivement en félicitant chaleureusement le secrétaire général de la Semaine des ambassadeurs, M. Hugues Moret, et notre secrétaire général, l'ambassadeur Christian Masset, que je vous demande d'applaudir. Il y a un an, à cette même place, j'évoquais les grandes lignes de notre monde omnicrise. J'insistais sur leur violence et sur leur concomitance, crise sécuritaire, politique, économique, climatique, sanitaire. Avec le président de la République et le Premier ministre, qui se sont adressés mardi et mercredi directement à vous, j'avais tracé à l'époque devant vous les orientations de notre diplomatie, comme l'ont fait cette année le Président et le Premier ministre. Un an après, par rapport à nos propos de 2014, où en sommes-nous ? D'abord, il y a, et il ne faut pas le cacher, plusieurs aspects positifs. Ils ne sont sans doute pas les plus nombreux, mais il y a eu, notamment grâce aux efforts de la France, plusieurs évolutions positives. Elle prouve que l'action diplomatique, je veux dire votre mission, peut effectivement, malheureusement pas toujours, mais souvent d'une façon très importante, changer le cours des choses. Le dossier du nucléaire iranien, d'abord. Pendant 12 années, cette question a occupé et préoccupé la communauté internationale. Pendant 12 années, elle a été l'objet de doutes, de craintes, de négociations et de tergiversations. Un Iran doté de la bombe atomique aurait non seulement constitué un danger considérable en soi, mais provoqué, c'est notre conviction, une course mortifère à l'arme nucléaire dans toute une région déjà terriblement éruptive. Face à ces risques, la France, avec à mes côtés une équipe de négociateurs très remarquable, a adopté une position de fermeté constructive
Oui à un accord, mais un accord qui écarte de manière certaine, c'est-à-dire vérifiable, l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Cette fermeté légitime, compte tenu des enjeux, a commandé notre attitude jusqu'aux dernières heures des négociations à Vienne. Elle a permis de parvenir à l'accord robuste du 14 juillet dernier. S'il est approuvé, puis respecté, et nous nous sommes donné les moyens de vérifier qu'il le soit, il peut faciliter davantage de paix et de stabilité au Moyen-Orient. C'est le message que j'ai porté lors de ma visite à Téhéran fin juillet. Et pour une fois, le terme d'accord historique, s'agissant de celui du 14 juillet, n'était pas galvaudé. Une autre avancée internationale importante, c'est l'accord de réconciliation et de paix au Mali. N'ayons pas la mémoire courte. Il y a moins de 3 années, des autorités de transition menacées de mort, les terroristes circulant sans entrave, et à quelques heures de faire main basse et combien cruelle sur la totalité du Mali. L'intervention française de janvier 2013, décidée par le président de la République, a porté un coup d'arrêt à tout cela. Nous n'avons pas commis l'erreur de considérer que la solution serait seulement militaire et que ce qu'on appelle le suivi ne nous concernait pas. Nous savions nécessaire, par expérience, un accompagnement politique, militaire et de développement, d'où notre soutien aux efforts du Mali et des Africains pour l'organisation d'élections démocratiques, d'où notre mobilisation de la communauté internationale, en premier lieu l'Europe avec l'Afrique, pour les financements nécessaires à la reconstruction du Mali et au-delà au développement du Sahel. Nous avons soutenu les efforts de paix entre le gouvernement et les groupes du Nord qui ont abouti, avec l'appui talentueux de la médiation algérienne, à l'accord de juin 2015. Tout n'est pas réglé. Des exactions parfois graves continuent qu'il faut combattre, mais au Mali, comme en Centrafrique, où les élections doivent avoir lieu d'ici quelques semaines, la France, sa diplomatie, c'est-à-dire vous-même, sa force armée, disons les choses, a remarquablement rempli les devoirs de puissance, de sécurité et de paix qu'elle est. Dans un tout autre contexte, je veux parler de la crise grecque, grâce notamment à l'implication du chef de l'État et de la chancelière, nous avons pu et su, au cours des derniers mois, amener les États de la zone euro à prendre avec ce pays les difficiles décisions nécessaires conformément aux principes de responsabilité et de solidarité qui doivent gouverner l'Union européenne. Le gouvernement français était conscient des risques considérables, non seulement économiques et financiers, mais d'abord géopolitiques, qu'aurait présenté ce qu'on appelle un Grexit. En faisant partager cette analyse à nos partenaires, avec au premier rang Michel Sapin et Harlem Désir pour y parvenir, et même si nous restons vigilants, puisque des incertitudes demeurent, nous avons fortement contribué à l'élaboration d'un compromis européen. Et nous en tirons d'ailleurs des leçons plus générales en proposant les voies nécessaires à la consolidation de la zone euro. Au titre toujours des succès, je veux souligner les actions discrètes mais déterminées et terriblement efficaces pour libérer nos otages. Et dans un tout autre registre, là aussi vite engloutis par le grand fleuve de l'oubli, nos initiatives face au fléau Ebola en Afrique de l'Ouest, dans des délais extrêmement brefs, sous l'impulsion décisive de la secrétaire d'État, Madame Girardin, nous avons appuyé les personnels soignants et la mise en place de centres de traitement, sauvant ainsi beaucoup de vies. Nous restons présents aux côtés de nos partenaires africains pour les aider à sortir d'une crise dont les conséquences sont considérables, y compris sur le développement lui-même. Mais la lucidité impose évidemment d'évoquer aussi plusieurs sujets sur lesquels, en dépit de tous nos efforts, la situation reste difficile, voire très difficile, et les perspectives de solutions incertaines.
Quelques mots d'abord sur la question israélo-palestinienne. Notre conviction est que le statu quo ferait prendre le double risque de l'embrasement et de l'enlisement. La France, parfois trop seule dans cette position, refuse de baisser les bras. C'était le sens de mon déplacement dans la région en juin, où j'ai plaidé auprès de tous pour une évolution de méthode, proposant qu'un groupe international de soutien, rassemblant notamment des Européens, des Arabes et les membres permanents du Conseil de sécurité, appuie la reprise nécessaire des négociations et ensuite, espérons-le, leur aboutissement en les inscrivant dans un cadre et un calendrier crédibles. Nous aurons besoin, le moment venu, d'un engagement du Conseil de sécurité. Je veux redire ici ce que chacun sait, c'est-à-dire que la France n'abandonnera ni l'exigence de sécurité pour Israël, ni celle de la justice pour les Palestiniens. S'agissant du drame syrien, où les difficultés sont immenses, le président de la République s'est exprimé clairement. La solution, nous le savons, est politique. Il est impératif de trouver un accord entre, d'une part, des éléments du régime, sans un Bachar el-Assad, qui ne peut pas être l'avenir de son peuple en raison même de ses crimes, et d'autre part, l'opposition que je qualifierais de non-terroriste. Un accord qui devra respecter toutes les communautés et tous les habitants. Cette approche, ce n'est pas un entêtement intellectuel de la France. Pour permettre de sauver la Syrie et de vaincre les terroristes, c'est la seule solution, s'il en est encore temps. Nous avons en discuté, nous en discutons en ce moment même avec, je citerai, les Arabes, les Américains, les Russes, les Turcs, les Iraniens, ainsi qu'avec l'envoyé des Nations Unies, M. de Mistura. La lutte contre Daesh porte, elle aussi, un sujet gravissime d'inquiétude avec ses prolongements sur notre propre sol. Depuis un an, nos forces armées participent aux frappes aériennes de la coalition internationale en Irak. Cette action est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Des efforts supplémentaires sont indispensables sur le plan non seulement militaire, mais politique, avec le renforcement de gestes inclusifs du gouvernement irakien afin de rassembler aussi, autant qu'il est possible, les populations sunnites et kurdes. En juin, lors de la réunion de la coalition internationale à Paris, nous avons placé chacun devant ses responsabilités. Nous avons été clairs lors du débat du Conseil de sécurité consacré en mars sur notre initiative aux minorités persécutées par Daesh, en particulier les chrétiens d'Orient. Le 8 septembre prochain à Paris, en présence du président de la République, je présiderai avec mon homologue jordanien une conférence pour tirer les conclusions et proposer un plan d'action. Là encore, il y a urgence. Là encore, la France, malgré ses difficultés, voire à cause de ses difficultés, ne baissera pas les bras. C'est la même détermination qui nous anime dans la lutte contre Boko Haram, faux religieux et vrais criminels. Les pays africains victimes se sont d'abord tournés vers la France. Nous nous sommes mobilisés les premiers avec l'organisation d'un sommet à l'Élysée, c'était l'année dernière. Nous avons entraîné la communauté internationale, certains progrès ont eu lieu, des élections exemplaires dans le Grand Nigeria, des opérations militaires contre Boko Haram. Nous soutenons la coopération entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Bénin. Et les terroristes, cependant, continuent de sévir. Et nous devons, avec nos partenaires internationaux, renforcer le soutien aux pays touchés et à la force africaine qui doit se mettre en place. Le président du Nigeria apporte avec lui beaucoup d'espoir. Il sera à la mi-septembre à Paris. Nous nous en réjouissons. Détourner le regard serait une faute impardonnable compte tenu de notre attachement aux droits de l'homme et de la paix. Et cette faute, nous ne la commettrons pas. Ces désordres du monde auxquels se mêle la pauvreté de nombreux pays d'Afrique sont à l'origine de la crise grave migratoire à laquelle l'Europe doit faire face. Aujourd'hui même, un drame abominable s'est produit en Autriche. Il sonne une nouvelle fois le signal rouge de l'inhumain. Nous avons commencé, Européens, à apporter des réponses,
mais reconnaissons qu'elles restent très insuffisantes et surtout mal appliquées. En Libye, nous soutenons les efforts de l'ONU et du représentant spécial pour un gouvernement d'union nationale, lutter contre le terrorisme, amener la stabilité. Sur le territoire européen, s'agissant des questions migratoires, la solidarité doit s'appliquer vis-à-vis des pays de première entrée des migrants. Solidarité et fermeté. L'Union européenne a résolu de se doter de moyens pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains. L'application, là aussi, doit être accélérée avec un appui aux pays de transit et davantage de soutien en faveur du développement des pays sources. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, lorsque votre pays de résidence est concerné, je souhaite que vous confortiez vous-même la coordination des services et que vous assuriez vous-même un pilotage de ce dossier si difficile. En Ukraine, enfin, dernier exemple que je veux citer, afin de stopper la spirale de la guerre et de créer les conditions d'un retour à la paix, nous avons, avec nos amis allemands, proposé l'an dernier le format Normandie, puis agi en février 2015 pour la signature des accords de Minsk II. Grâce à un travail diplomatique intense, ils ont permis une certaine désescalade, mais la situation sur le terrain demeure instable et la mise en œuvre de la partie politique des accords reste à améliorer. Le retrait des armes est indispensable. Un calendrier a été fixé, élections à l'automne, y compris dans le Donbass, aboutissement du processus à la fin de l'année, avec le retour au plein contrôle par les Ukrainiens de la frontière. Nous demeurons fermes sur ces objectifs, rappelés en début de semaine à Berlin. S'ils sont atteints, et ils doivent l'être, cela permettra enfin la levée souhaitable des sanctions, et ce sera largement dû à l'action diplomatique de l'Allemagne et de la France. Et la COP21, me direz-vous, c'est l'enjeu diplomatique essentiel. Nous y avons consacré toute notre journée de travail d'avant-hier, et vous, beaucoup de journées et beaucoup de soirées. Comme présidence française, nous avons déjà contribué à des progrès sur des sujets tout à fait majeurs, la nécessité d'un accord à la fois durable et dynamique, l'importance égale, vous êtes tous devenus des spécialistes, de l'adaptation et de l'atténuation, le renforcement de la dimension financière et technologique, mais plusieurs points restent encore à trancher. Pour ma part, j'ai bon espoir. Le président de la République est en première ligne. Comme futur président de la conférence, j'y consacre personnellement une grande part de mon activité. Les ministres concernés sont tous mobilisés. Notre réseau diplomatique est sous tension. L'enjeu, je tiens à le souligner, est encore plus vaste que tous les autres que j'ai précédemment cités. Car si l'on y réfléchit bien, d'une part, il s'agit d'un problème qui n'a spontanément de limite ni dans l'espace ni dans le temps. D'autre part, parce que ce n'est pas une négociation classique qu'on peut remettre à plus tard si elle échoue, mais une course universelle contre la montre, car toute année qui s'écoule sans résultat de négociation entraîne l'émission de nouveaux gaz à effet de serre qui s'accumulent pendant des décennies, des siècles, voire des millénaires. Enfin, c'est un problème, celui du dérèglement climatique, dont la solution conditionne la vie sur notre planète, et donc la solution de tous les autres. Quand vous en discutez avec vos interlocuteurs, invitez-les donc à imaginer ce que signifierait en termes de migration une élévation de la température, non pas de 2 degrés, mais de 4, de 5, de 6 degrés, avec les conséquences sur les sécheresses, sur les famines, sur les inondations mondiales. Ce ne sont plus alors des centaines de milliers de personnes qui seraient dramatiquement concernées, comme aujourd'hui, par les mouvements migratoires, mais des centaines de millions. En réalité, là se trouve peut-être le plus grand facteur du déclenchement pour le futur de la guerre ou de la paix. C'est pour toutes ces raisons qu'au soir du 11 décembre prochain,
À l'issue des négociations, il est si important qu'au nom de la France, je puisse prononcer ces 6 mots: l'accord de Paris est adopté. Si nous y parvenons, tout ne sera pas évidemment réglé, mais ce sera un véritable mouvement historique de bascule, ce que nos amis britanniques appellent un turning point, sans doute la plus grande avancée diplomatique du début du XXIe siècle. Quelles leçons tirer de cette présentation que chacune et chacun de vous pourrait certainement compléter, nuancer, enrichir, en particulier nos amis parlementaires, qu'ils représentent la métropole, l'outre-mer, les Français de l'étranger, que je tiens à saluer en particulier parce qu'ils nous accompagnent vraiment d'une façon très forte dans notre action. J'en tire au moins 3 leçons. D'abord, sans naïveté ni optimisme béat, nous devons toujours avoir à l'esprit la perspective, même lointaine, des succès pour la diplomatie. Pourquoi dis-je cela? Parce que votre métier, le métier difficile de diplomate, par définition confronte au désordre du monde. Mais la raison d'être de la diplomatie, c'est précisément l'idée que la guerre, la prolifération nucléaire, la pauvreté, le dérèglement climatique, les atteintes aux droits de la personne humaine ne sont pas des fatalités. Il ne s'agit pas là d'une espérance naïve, mais d'une conviction que nous partageons, fondée sur l'expérience et qui sans doute a motivé votre engagement. J'ai évoqué des sujets sur lesquels nous butons, des crises que nous ne parvenons pas à résoudre. Mais j'ai cité aussi volontairement des réussites magnifiques. Les difficultés ne doivent pas vous décourager, nous décourager, mais au contraire nous inciter, malgré les obstacles, à ne jamais renoncer. Et si l'on me permet une citation, Jean Jaurès, comme souvent, avait tout résumé dans son fameux discours à la jeunesse il y a plus d'un siècle, lorsque, parlant du courage, il écrivait: le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. Et après tout, c'est une assez belle définition de la diplomatie. Une autre leçon concerne plus prosaïquement les formats diplomatiques. En raison du nombre et de la variété des cercles auxquels la France appartient, nous bénéficions d'une position favorable d'influence et réciproquement. Certains cadres traditionnels, le P3, le P5, l'Eurogroupe, la francophonie, le G7, G8, le G20, sont à l'évidence utiles, très utiles. Mais nous devons aussi imaginer et développer des enceintes ad hoc, adaptées à certaines circonstances, sur le modèle, par exemple, du format Normandie, imaginé face à la crise ukrainienne. En reconnaissant la force particulière, dans cette circonstance, du couple franco-allemand, nous devons renforcer la solidarité diplomatique européenne. Nous devons aussi déployer un effort de créativité pour bâtir de nouvelles structures stratégiques qui n'affaiblissent pas l'Organisation des Nations Unies, mais qui complètent des dispositifs existants avec les pays émergents. Je peux penser, aussi audacieux que cela paraisse, à l'Inde, au Brésil, au Mexique, à l'Afrique du Sud, au Nigeria. Et nous devons veiller à ne pas nous laisser déborder par des formats concurrents, mais dont nous serions absents. Une dernière leçon porte spécifiquement sur la diplomatie française. Face à ce monde difficile et dangereux, la France est une puissance qui tient son rang. À une époque où nos concitoyens doutent souvent de leurs responsables et, plus largement, perdent confiance dans la capacité de l'action publique, je pense que l'action concrète de notre diplomatie, la vôtre, est de nature à redonner une bonne part de confiance. Mesdames et messieurs, j'ai évoqué le temps court de la gestion des crises. J'aborde aussi en quelques mots le temps plus long de la préparation de l'avenir. À quoi va ressembler notre monde d'ici 10, 20, 30 ans? Vous rappelez que nous nous sommes déjà livrés ensemble à cet exercice prospectif. Et d'ailleurs, il faut s'y livrer en permanence.
et procéder sans cesse à des retouches. Il est indispensable d'avoir à l'esprit les grandes lignes du futur, telles qu'on l'imagine, pour pouvoir adapter notre diplomatie aux transformations du monde et pour peser à notre tour sur elles. De quoi sommes-nous à peu près certains? D'abord du fait que le monde à venir sera davantage contraint. Sur le plan démographique, nous sommes plus de 7 milliards. Nous serons à la fin du siècle plus de 11 milliards. Davantage contraints aussi sur le plan des ressources. Avec une population plus nombreuse, les exigences liées à la préservation de notre planète, à la protection des ressources, à la lutte contre le dérèglement climatique se poseront de manière encore plus aiguë. Nous savons aussi que le monde du XXIe siècle sera plus compétitif. Les pays émergents, dont beaucoup auront définitivement émergé, seront au cœur des rapports mondiaux. Quelles que soient les turbulences actuelles, l'Asie confirmera sa place centrale. Poussée par son essor économique et démographique, l'Afrique jouera un rôle croissant. En 2100, chacun le sait ici, sa population constituera un tiers de la population de la planète. Aujourd'hui, l'Europe est certes la première puissance économique, n'oublions jamais, et 3 pays européens, dont la France, comptent parmi les 6 premières puissances. En 2030, l'Europe devrait rester parmi les 6 premières puissances. Mais il n'en ira probablement plus ainsi pour aucun pays de l'Union, pris isolément. Et la compétition concernera tous les secteurs, le commerce, l'investissement, les technologies, mais aussi la formation, les normes juridiques, les modèles de société et même, disent certains, les valeurs. Le monde sera assurément plus connecté. En 2015, 40% de la population mondiale a accès à l'Internet. Ce chiffre ne va pas cesser d'augmenter, en particulier avec les développements de l'Afrique. Plus connecté également en raison de la multiplication des échanges. La mondialisation croissante des économies augmentera les flux de travailleurs. La concurrence des systèmes universitaires augmentera les flux d'étudiants. Et l'essor des classes moyennes en Asie, en Afrique, en Amérique latine augmentera les flux de touristes. Plus connectés également en raison des opportunités nouvelles pour les échanges commerciaux et les investissements à l'étranger, avec l'accès aux nouveaux marchés. Enfin, le monde du XXIe siècle sera sans doute malheureusement plus dangereux, ou en tout cas plus risqué. L'ère post-westphalienne dans laquelle nous nous situons se prolongera, avec une remise en cause du pouvoir des États par différents acteurs non étatiques, lesquels pèseront de plus en plus sur la scène internationale. Et parmi ces acteurs non étatiques, il y aura d'un côté positif les entreprises, les ONG, les territoires, mais de l'autre les groupes armés et les trafiquants. Cette dispersion de la puissance conduira à un monde plus imprévisible, à la fois dépolarisé d'une certaine façon et éclaté, dans lequel aucun pays ou groupe de pays ne disposera seul de la capacité nécessaire pour répondre à l'ensemble des défis planétaires. Dans ce contexte assez nouveau, le poids démographique et économique de la France diminuera certes en termes relatifs, mais si nos choix sont pertinents et nos outils efficaces, notre nation demeurera l'une des rares à disposer de tous les attributs de la puissance, qu'il s'agisse de notre place dans les institutions internationales, de notre économie, du rayonnement de notre culture, de notre langue et de nos principes, de notre capacité de projection militaire, de nos actions de solidarité et de notre attractivité. Nous devrons continuer à agir pour soutenir partout nos intérêts et ceux de nos concitoyens, parce que c'est ça, d'abord, l'objectif d'une politique étrangère, mais avec les 4 priorités que vous défendez: la sécurité et la paix, l'organisation et la préservation de la planète, la réorientation et la relance de l'Europe, le renforcement et le rayonnement de la France. Et pour cela, nous devrons, plus que jamais, mener une diplomatie globale, c'est le titre de notre session, globale dans sa géographie, globale dans ses domaines d'action, globale dans la variété de ses instruments. À cette fin, nous devrons à la fois renforcer nos alliances
notamment, je l'ai dit, avec les pays émergents, et conserver précieusement notre indépendance, qui est la marque de fabrique de notre politique étrangère et la clé de notre influence internationale. Nous devrons travailler au renforcement du levier européen, ce qui impliquera que notre diplomatie agisse de plus en plus en réseau avec les autres, dans toutes les zones géographiques et dans toutes les enceintes. Nous aurons besoin aussi d'assurer davantage de liens entre, d'une part, nos citoyens et nos territoires, et d'autre part, l'Europe et le monde. Encore plus qu'aujourd'hui, ce ministère devra donc assumer une fonction d'interface entre l'international, le national et le local. Comme le mesure et l'exprime particulièrement le secrétaire d'État Matthias Fekl, qui s'y consacre avec enthousiasme, tous nos concitoyens se trouvant désormais à un moment de leur vie français à l'étranger ou français de l'étranger, la diplomatie jouera de plus en plus son rôle de service public de l'international, assumant une triple fonction de sécurité, de proximité et d'efficacité. Alors, quelle traduction concrète l'ensemble de ces constantes et de ces évolutions auront-elles sur l'organisation et le fonctionnement de notre maison? C'est tout l'enjeu de la réflexion sur le ministère des Affaires étrangères du XXIe siècle, Maedi 21, ou, pour ceux qui seraient un petit peu désarçonnés par ce terme, Quai d'Orsay 21, que j'ai lancé avec vous début 2015. Au sein du ministère et du réseau, comme à l'extérieur, tous les personnels, ainsi que les organisations syndicales, ont pu faire valoir leur point de vue et formuler leurs propositions. Chacune et chacun, que je remercie, a été sollicité. Une synthèse a été réalisée sous l'autorité du secrétaire général et à partir de là, j'ai pensé choisir notre réunion d'aujourd'hui pour vous dire les principales orientations de notre feuille de route. Elle figure en détail dans un document de synthèse qui vous sera remis et qui a été préparé par le secrétaire général Masset. Et elle confirme, en les amplifiant, des dispositions qui ont déjà été amorcées, et elle s'articule, vous en avez parlé toute cet après-midi, autour de 3 exigences: l'adaptation, la simplification et la gestion humaine. En ce qui concerne l'adaptation de notre action face au monde nouveau, ce doit être d'abord l'adaptation de notre action extérieure. Ce sera l'exigence numéro 1. Nous allons devoir adapter notre présence internationale dans le respect du principe d'universalité auquel le gouvernement tient. Le redéploiement de notre réseau sera poursuivi en faveur de celles qu'on appelle souvent les puissances de demain. Pour être plus précis, en 2012, seulement 13% de nos effectifs se situaient dans les pays émergents du G20. Ce sera 25% en 2025. Dans 2 ans, notre ambassade en Chine constituera par ses effectifs la plus importante dans le monde. Hors des capitales, nous devrons être présents dans toutes les métropoles du monde émergent où se trouvent nos intérêts et nos communautés. Et dans cette perspective, nous expérimenterons le nouveau concept souple des bureaux de France qui seront installés avec des moyens très légers partout où ce sera utile, dans un service, dans une alliance française ou par exemple dans un opérateur de l'État. Un autre enjeu majeur dans notre présence extérieure sera la mutualisation européenne. En 2012, seules 3 de nos ambassades étaient colocalisées. En 2025, et c'est possible, nous en avons précisément fait l'étude, elles devront être au chiffre de 25. Adaptation signifie bien sûr aussi réactivité, et c'est une demande que vous avez exprimée. Nous renforcerons donc cette réactivité en constituant une équipe permanente de soutien, une task force, composée dès la fin de cette année de 50 agents et de 100 agents en 2017. Elle pourra se projeter en 48 heures sur toutes les crises ou sur tous les grands enjeux qui le nécessiteront.
Je souhaite que nous adaptions également la présence du ministère en France même. Et afin d'apporter l'appui de notre réseau à nos propres territoires, j'affecterai désormais un conseiller diplomatique auprès de chaque préfet de région. Ces conseillers diplomatiques feront le lien entre les nouvelles régions françaises, confortées, vous le savez, dans leurs compétences économiques, et l'ensemble de notre réseau diplomatique, opérateurs inclus. Cette mesure, avec l'accord qui m'a été donné du ministre de l'Intérieur, entrera en vigueur dès les prochaines semaines. En France comme à l'étranger, cette adaptation vous conduira, mesdames et messieurs les ambassadeurs, sans rien sacrifier sur le plan du régalien, à étendre, dans la ligne de ce que vous faites depuis déjà quelques années, le champ de vos interventions, notamment dans 3 domaines. La sécurité d'abord, exigence désormais dans toutes vos activités. En 2016, nos plans de sécurité pour les Français de l'étranger seront consolidés. Les mesures de sécurité pour notre seul réseau culture et éducation bénéficieront de 10 millions d'euros par an à partir de 2016. Dans 2 années, nous aurons regroupé les 3/4 de nos ambassades sur un site unique. Et en 2018, j'ai demandé que les études soient faites précisément, tous les postes et tous les services seront dotés de postes sécurisés de visioconférence. La diplomatie économique constituera évidemment un autre champ d'action privilégié. Dans chaque ambassade, vous organiserez désormais annuellement une journée consacrée spécifiquement à la promotion des investissements en France. La première aura lieu d'ailleurs en septembre et octobre prochains. Vous insisterez aussi d'une façon forte sur le thème de la créativité de notre pays dans tous les domaines. Ce sera Creative France, à laquelle une campagne mondiale sera consacrée, organisée par Business France, et qui sera lancée début octobre par le Premier ministre au Japon, avec une réplique, dans le sens positif de ce terme, en France. Une documentation spéciale a été préparée pour vous, qui va vous être remise. D'autre part, constatant le succès de l'expérience du speed dating, constatant aussi l'absence de démission d'ambassadeurs, parce que je redoutais un peu cela, cet exercice, en bon français, rencontre express, un ambassadeur, un entrepreneur, que j'ai trouvé, pour avoir assisté à quelques instants, excellente, sera répété annuellement. Nous n'avons pas pu, et de loin, satisfaire toutes les demandes des entrepreneurs, elles étaient beaucoup trop nombreuses. Il faut donc que nous nous améliorions, mais d'ores et déjà, une mesure qui pourrait faciliter les choses serait que ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes, lorsqu'ils se présentent devant vous, qui seront prioritaires. Vous serez là aussi en première ligne. L'adaptation conduira également à la mise en œuvre, sans céder aux effets de mode, mais tout simplement parce que c'est une nécessité, d'un véritable ministère vert. D'ici 2017, tous nos postes devront viser la qualification d'ambassade verte. À Paris, la rénovation du site immobilier du Quai d'Orsay est lancée, avec la rénovation programmée de l'aile des archives, rue de l'Université, et la construction, tout cela est prévu et même autorisé, d'un bâtiment complémentaire à haute qualité environnementale, qui, soyez rassurés, ne dépassera pas le Chardin. Cela permettra de regrouper l'ensemble de nos personnels sur 3 implantations au lieu de 5. Ce regroupement est déjà financé, il s'achèvera en 2018. Le ministère devra atteindre la neutralité carbone en 2020. Le ministère a participé au cours des dernières années à d'importants efforts budgétaires. Ils rencontrent désormais leurs limites, sauf à menacer l'efficacité même de notre action diplomatique. Et c'est dans ce cadre exigeant mais responsable que nous avons conçu Maïdi 21 et opéré nos choix. Toutes ces adaptations, c'est le premier thème, nécessiteront aussi de conforter l'unité de notre action extérieure, en particulier vis-à-vis des très nombreux opérateurs dont le Quai d'Orsay exerce désormais la tutelle ou la co-tutelle,
Dans chaque ambassade qui le requiert, vous mettrez désormais en place auprès de vous un comité des opérateurs. Vous avez entendu les mots choisis du chef de l'État et du chef du gouvernement qui vous ont été directement adressés. Votre pouvoir d'animation, de coordination et de pilotage dans le nouveau dispositif, mesdames et messieurs les ambassadeurs, est confirmé et conforté. Dans le cadre de Mahdi 21, le deuxième chantier indispensable, c'est celui de la simplification. Le mot d'ordre de simplification concerne l'ensemble du gouvernement, mais il s'applique en particulier à notre maison. La simplification est une demande à la fois des personnels et des publics. Elle va reposer en grande partie sur une meilleure exploitation des potentialités du numérique. Un objectif important à cet égard sera la mise en place, les services compétents y travaillent beaucoup, de véritables consulats numériques. Nous prenons les mesures pour que, dès l'année prochaine, nos concitoyens de l'étranger puissent effectuer en ligne leur pré-demande de passeport et s'inscrire sur Internet au registre des Français de l'étranger, cependant que les particuliers et les administrations pourront désormais communiquer avec l'état civil par voie électronique. Le consulat numérique, ce sera aussi la mise en place, dans les 2 années cette fois, d'un nouveau système de vote par Internet, plus ergonomique pour les électeurs, les candidats et l'administration. En 2020, tous les Français de l'étranger devront pouvoir effectuer l'essentiel de leur démarche consulaire en ligne, 24 heures sur 24. L'idée d'ensemble est, en nous servant des nouvelles technologies pour tout ce qui peut en relever, de centrer nos efforts sur la préservation et l'amplification de la dimension humaine. La simplification portera particulièrement sur les visas et sur les titres de séjour. Le dispositif visa en 48 heures que nous avons lancé l'an dernier et qui est appliqué aujourd'hui avec succès dans 10 pays sera étendu afin qu'en 2017, au moins 50% de tous les visas soient délivrés en 48 heures. C'est nécessaire, c'est possible, en particulier à cause de nos objectifs que nous sommes en train de respecter en matière d'accroissement touristique. J'ai obtenu, et j'en remercie énormément les ministres compétents, qu'une partie des recettes visa soit désormais reversée à notre ministère afin de renforcer les ressources humaines dans les sections visa hors ETP, condition essentielle pour raccourcir les délais. La procédure sera nettement simplifiée avec la mise en place du portail appelé France Visa, qui permettra rapidement des demandes en ligne et d'ici 2020, une dématérialisation complète des dossiers. En lien avec le ministère de l'Intérieur, nous faciliterons les démarches à l'intention des publics cibles pour notre attractivité. Je pense, outre bien sûr les touristes, aux étudiants, aux chercheurs, aux créateurs, aux hommes d'affaires. Le passeport talent, carte de séjour de 4 ans qui a été votée, sera délivrée à partir de l'année prochaine. La simplification concernera aussi tout ce qui concerne l'éducation et la culture. En 2017, nous mettrons en place une école française numérique accessible partout dans le monde qui complétera l'enseignement français à l'étranger. Notre objectif est d'atteindre 1 million d'élèves en ligne d'ici 2025. Nous créerons également un portail unique d'accès à la culture et à la création française auprès de l'Institut français. Et à court terme, cet institut, sous la présidence de Denis Piéton, est notamment chargé d'organiser en janvier prochain une grande nuit des idées rassemblant au Quai d'Orsay des intellectuels du monde entier. Sans qu'il y ait de mauvaise interprétation, il n'y a pas que la nuit qu'il puisse y avoir des idées au Quai d'Orsay. Si elle rencontre le succès que nous espérons, cette initiative annuelle de portée internationale sera pérennisée. La simplification devra se traduire concrètement dans l'ensemble de nos méthodes de travail. Toute notre communication devra s'adapter aux réalités de l'Internet. Il paraît que nous sommes en avance sur d'autres. Moi, ce que je constate, c'est parfois l'impatience. D'ici fin 2015, chaque poste devra être présent sur les réseaux sociaux avec, excusez l'expression, une stratégie d'audience. Notre objectif est le triplement de cette audience d'ici 2017.
Nous allons passer de 6 langues principales de communication à 10 en 2017. La dotation en outils mobiles de communication sécurisés, téléphone portable, tablette, sera généralisée. Le portail Diplomatie fera l'objet d'une version améliorée en 2016 et il deviendra consultable sur vos smartphones en 2017. J'ajoute, mesdames et messieurs les ambassadeurs, 2 modestes éléments que j'ai demandé à l'administration, compte tenu de ce que j'avais entendu dans mes visites, et je pense que vous y serez sensibles. Les instructions ont été données pour que les plans d'action des ambassades soient désormais simplifiés. Ce sera désormais la règle du 3x3, 3 pages maximum, 3 priorités, validées au plus tard dans les 3 mois suivant votre installation. Et les procédures comptables seront allégées, dématérialisation, paiement en ligne des droits de chancellerie et, Hosanna, report de la date limite de gestion. Il nous faut enfin... Je savais que vous seriez sensible à l'essentiel. Il nous faut enfin, troisième côté du triangle, progresser dans la gestion moderne des ressources humaines de cette maison. D'abord, en ce qui concerne l'égalité professionnelle. Quels sont les chiffres? Il y avait 23 ambassadrices quand j'ai eu la fierté de prendre mes fonctions. Il y en a 48 aujourd'hui. Nous devons continuer ce mouvement. Alors que la part des femmes dans les primo-nominations sur les emplois de direction et de cadres dirigeants était en 2011 de 18%, elle est aujourd'hui de 30%, mais nous devons atteindre, et ce n'est pas facile pour toute une série de raisons, les 40% en 2017. La formation et les parcours individuels constitueront une autre priorité de gestion. Concernant les parcours professionnels, la direction des ressources humaines mettra en place, comme cela a été demandé par beaucoup, une gestion prévisionnelle à 10 ans des emplois et des compétences. Et elle assurera un accompagnement individuel des agents, avec notamment la création l'an prochain, en son sein, de conseillers appelés conseillers parcours individuels. Chaque agent disposera désormais d'un capital formation dont il pourra se servir pour l'aider à progresser. L'an prochain, une réforme des concours entrera en application qui intégrera les nouvelles compétences du ministère. En 2017, les épreuves permettant de mieux prendre en compte l'expérience professionnelle, les qualités personnelles des candidats seront généralisées. Une évaluation systématique de la maîtrise des langues étrangères sera opérée et le renforcement sera recherché précisément des compétences linguistiques des personnels. La mobilité à l'extérieur du ministère sera encouragée, notamment en entreprise et chez nos opérateurs. Pour les fonctions d'encadrement supérieur, elle deviendra obligatoire dès l'année prochaine. S'agissant du management et de l'encadrement, l'évaluation à 360 degrés sera généralisée à tous les postes d'encadrement en administration centrale et au numéro 2 dans les postes. Des panels de sélection seront constitués pour les nominations aux postes d'encadrement supérieur, notamment d'ambassadeurs, sans me supprimer totalement ma capacité de choix. La conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle sera également davantage prise en compte. La charte du temps, élaborée en concertation avec les syndicats, vient d'être adoptée. Elle décrit ce que doit être un management moderne qui permette aux agents d'accomplir efficacement leur travail sans empiéter, j'ajouterais trop, car je connais la réalité de vos travaux, sur leur vie familiale. D'autres décisions devront être prises, et elles le seront. L'an prochain sera créé au sein de la direction des ressources humaines un bureau des familles, car l'expatriation, qui est la règle dans notre maison, engage non seulement l'agent, mais aussi ses proches. En 2014, nous en étions seulement à 13 conventions bilatérales internationales passées pour faciliter l'emploi des conjoints. L'objectif est fixé et il est parfaitement accessible que d'ici 2017 soient signées 60 de ces conventions bilatérales et nous devrons renforcer notre attention aux conditions matérielles d'expatriation, notamment dans les pays à risque sécuritaire, sanitaire et environnemental.
Enfin, comme cela a été souhaité par beaucoup, je vous annonce que sera nommé un médiateur du ministère auquel tous les personnels pourront recourir. J'ai souhaité une personnalité dont chacun reconnaisse la compétence, l'indépendance d'esprit et l'humanisme, et je remercie vivement l'ambassadeur de France, Pierre Vimont, d'avoir bien voulu accepter cette mission que je lui confie et qui prendra effet dès la fin de cette année. Chers amis, comme vous le constatez, ce triangle adaptation, simplification, gestion humaine prolonge des orientations existantes, mais il les amplifie assez fortement. Par expérience, je me méfie du mécano administratif. Je ne souhaite donc pas que notre contribution à la réforme de l'État se traduise par des bouleversements inutiles, mais il est vrai qu'avec ces changements, et chacun en a conscience dans cette salle, nous sommes en train de mettre en place le Quai d'Orsay du XXIe siècle. Je veux donc citer pour terminer 2 autres décisions dans des domaines significatifs. D'une part, afin de mieux assurer l'importance et la cohérence de les dimensions culturelles, universitaires et scientifiques de notre diplomatie, j'ai décidé qu'au sein de la Direction générale de la mondialisation, les compétences éducation, culture et réseau seront désormais regroupées dans une seule et même direction. Ce secteur qui est essentiel à vos yeux comme aux miens, y gagnera sans doute en cohérence et en efficacité. Et dans le même domaine, celui de la culture, de la communication, j'ai souhaité que le ministère de la Culture puisse exercer désormais, avec le Quai d'Orsay, la co-tutelle de l'Institut français. Et symétriquement, il est logique que notre co-tutelle sur France Média Monde, supprimée jadis, puisse être rétablie, tant l'audiovisuel extérieur joue et jouera un rôle important dans notre diplomatie d'influence. Ce sera le cas, et je suis mobilisé aussi pour que France 24 puisse émettre également en espagnol. D'autre part, j'ai proposé au Président de la République et au Premier ministre, qui ont bien voulu le décider, et le Président de la République a bien voulu l'annoncer, que l'Agence française de développement soit désormais adossée au groupe Caisse des dépôts. Ce changement revêt à nos yeux une portée large, compte tenu de l'importance qui s'attache dans notre stratégie internationale à l'aide au développement et au développement durable. Le but de cette réforme est de donner à l'une et à l'autre, je veux dire l'AFD et la Caisse, une perspective et des moyens nouveaux. Ce mouvement qu'a déjà effectué l'Allemagne avec la fameuse KfW et aussi l'Italie est de nature à renforcer puissamment notre politique de développement au bénéfice d'abord des bénéficiaires, mais de l'AFD aussi, et à accroître l'influence internationale de l'outil précieux qu'est le groupe Caisse des dépôts. Bien entendu, le Quai d'Orsay et Bercy continueront d'exercer leur rôle auprès du nouveau ensemble, selon un schéma qui est chargé de préparer notre secrétaire général adjoint, Rémi Rioux, fin connaisseur à la fois du développement du Quai d'Orsay et de Bercy. Notre aide au développement, en prêts et en dons, et c'est un point sur lequel, à juste titre, insiste Madame Girardin, ne devra pas en être diminuée, mais tout au contraire renforcée. J'ai pleine confiance dans les personnels et dans leurs compétences. Et à l'approche de la conférence de Paris, nous devons faire en sorte que cette réforme de haute portée puisse entrer en vigueur très rapidement. Vous le voyez, la feuille de route pour le Quai d'Orsay du XXIe siècle est vaste. Sa mise en œuvre requerra un pilotage dédié, c'est pourquoi il est nécessaire qu'une équipe Maïdi 21 soit établie sous la direction du secrétaire général. Elle dressera des rapports d'étape régulièrement, elle les portera à la connaissance de vous-même, de tous les agents. Les instances de dialogue social y seront associées, car le dialogue social est et restera précieux. Les exercices budgétaires devront s'inscrire en cohérence et j'en dresserai le premier bilan début 2016. Dans la conception que j'en ai, un ministre n'est pas seulement responsable de la conduite d'une politique publique auprès du Président de la République et du Premier ministre. Il est aussi garant du bon fonctionnement de son administration
et il est chargé d'en préparer l'avenir. La feuille de route que j'ai présentée se situe au confluent de ces 3 missions. Elle vise une évolution de notre maison. Cette évolution est nécessaire pour l'adapter pleinement aux défis du monde moderne et je suis convaincu qu'elle renforcera à son tour l'efficacité de notre diplomatie dans les décennies à venir. Les défis globaux qui attendent notre pays sont très vastes. Le Président de la République et le Premier ministre nous ont attribué l'ensemble des outils et des compétences nécessaires pour y faire face. Les parlementaires que je remercie nous honorent en général de leur soutien et de leur confiance. La responsabilité de notre ministère est donc considérable. Pour réussir, nous aurons besoin, mes amis secrétaires d'État et moi-même, de votre excellence, mesdames et messieurs les ambassadeurs, et de votre détermination, et à travers vous, celle de tous les collaborateurs du Quai d'Orsay, français ou de droit local, et de tous nos opérateurs. Je sais qu'aucun ne manquera à l'appel. Mesdames et messieurs, pour votre engagement, pour ce que vous accomplissez chaque jour dans le monde, au service de notre République et de la France, je veux vous dire ma reconnaissance et ma fierté. Merci.